mes tops de l'année, évidemment, 2025. Donc, on va pouvoir attaquer maintenant avec les flops. Et je vous fais un petit disclaimer. Ce sont évidemment mes flops, c'est-à-dire les lectures que je n'ai pas appréciées durant mon année 2025. Mais ça ne reflète en aucun cas la qualité de l'œuvre. Voilà, je respecte le travail de l'auteur, des artistes, et c'est juste que ces lectures ne l'ont pas fait avec moi. Il y a peut-être là-dedans même énormément d'unpopular opinion. Donc voilà, les goûts sont subjectifs, chacun aime ce qu'il veut, et voilà, tout le monde il est content. Moi, je voulais juste vous prévenir pour pas recevoir de commentaires désobligeants en mode oui, moi j'ai adoré ça, tatati tatata. Très bien, vous avez adoré une lecture, tant mieux pour vous. Moi, il se peut que, à contrario, je ne l'ai pas appris. Toujours muni de mon carnet, du coup, je vais vous dire, alors, il y en a pas mal que à tel point, j'ai pas apprécié mes lectures que je les ai carrément DNF. Et je suis très contente de moi parce que cette année, j'en ai DNF beaucoup. Je ne fais jamais ça. Mais là, justement, cette année, j'ai eu beaucoup de pannes de lecture et tout. Donc, je me suis lâché la grappe. Je me suis dit, à partir du moment où si tu prends pas de plaisir à lire, arrête de lire le bouquin. Voilà, passe à autre chose. Donc, ça fait 4 DNF. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Parce que je passe de 0 ou peut-être 1 ou 2 à 4 en une année. Donc, c'est beaucoup. On a tout d'abord le 13e dieu. Je sais plus par qui c'est écrit ça, mais je crois que c'est Addictive. Donc, Addictésie ou peut-être bien quelque chose comme ça. Le 13e dieu, on est sur une réécriture mythologique, comme vous vous en doutez vu au nom. On est sur... en gros, il y avait 13 dieux de l'Olympe et le 13e a été enterré, enfin pas enterré, mais enfermé dans le Tartare, puisque ce dieu, qui est le dieu du chaos, aurait agressé la déesse Artémis, qui est la déesse de la chasteté, enfin pas de la chasteté, mais qui est une déesse une des 3 divinités de virginité éternelle. Là. Je sais plus c'est quoi le titre exact qu'elles ont toutes les 3, mais bref. Et du coup, en représailles, eh bien, vu qu'il a agressé une déesse, pour le punir, il a été enfermé dans le Tartare. Là, ça fait 2000 ans qu'il est enfermé dans le Tartare au moment où on commence l'histoire, et il réussit à en sortir. Donc évidemment, il est plein de rancœur, plein de vengeance. Quand il est dans le Tartare, il s'est fait torturer pendant 2000 ans. Vous vous en doutez bien qu'il a une revanche à prendre. Alors celui-là, je ne sais plus exactement à combien de pages je me suis arrêtée, mais peut-être bien un peu plus d'une centaine. Et ça m'énervait en fait. On était dans la tête du gars et je comprenais pourquoi il avait envie de se venger. Vu tout ce qu'il avait vécu, je l'entendais, mais j'en avais marre en même temps parce que je ne voyais pas les choses avancer. Quand tu es rendu à plus d'une centaine de pages et que tu es toujours dans les alors que tu sais que normalement il va y avoir une romance entre les deux, une romantaisie, puisque on comprend bien justement au fil du truc que ils ont eu une histoire ensemble et que elle, pour pas faire de la face, eh bien elle a préféré le faire accuser, en tout cas le laisser se faire accuser de quelque chose d'horrible plutôt que d'assumer le fait qu'ils étaient ensemble. Bref, et donc du coup, voilà, je j'ai pas apprécié et j'y trouvais pas d'intérêt. Alors sûrement que sur la fin il y a une belle morale de l'histoire et tout, je le dis pas, mais moi voilà, j'ai lu une centaine de pages et ça m'a gonflé, donc j'ai arrêté. J'ai lu aussi Paris-Brest, alors c'est Paris-Brest, Sentiment et Tasse de thé, ou Tasse de thé et Sentiment, je sais plus, que j'ai aussi DNF. Là on est sur l'histoire d'une jeune fille, donc ça se passe dans les années, je sais plus si c'est 80 ou 90, et on est sur une jeune fille qui va partir de sa Bretagne natale justement pour aller à Paris pour étudier à la Sorbonne et tout. Bref, très bien. Le problème que j'avais avec cette lecture justement, c'est que le langage utilisé, la narration était très datée et même les morales, les mœurs, voilà, faisaient pas du tout écho à la même époque. Enfin, j'avais l'impression de lire un historique en mode qu'on est dans les années 1800, alors que non, je lisais un bouquin qui se passait dans les années 90, donc je comprenais pas. Voilà, à un moment, il y a un gars qui dit, oui, en parlant de criminels, il dit que c'est des gibiers de potence. Pardon. En plus, voilà, j'ai lu une cinquantaine de pages de cet ouvrage-là, et quand j'ai lu ça, j'ai racheté le bouquin, voilà. Et après, plus tard, en voyant ma mère, parce que je me dis, bon, je suis pas j'ai jamais vécu dans les années 90, donc je me suis dit, je suis pas une référence. Mais je suis quand même allée interroger ma mère en disant, maman, toi qui as vécu dans les années 90, est-ce que ce genre d'expression pour toi était très utilisé? Et elle m'a répondu que non, c'était vraiment quelque chose de peut-être dans une certaine strate de la société, peut-être, mais pas chez les pouilleux comme nous. Donc voilà, j'étais un peu en mode non, oui, je suis plutôt raccord avec moi-même. Le style ne me plaisait pas. En plus, il y avait une espèce de morale, parce que justement, en gros, elle va vivre chez sa cousine en attendant de trouver un appartement. Et vu que sa cousine a une vie très dissolue, alors pour les années 90, ok, c'était peut-être très dissolu, mais les années 90, c'est aussi tout le côté underground avec les punks, les machins, les trucs. Donc,
normalement, tu avais une société qui justement commençait à bouger avec les mœurs. En plus, il y a eu l'explosion du sida et tout. Donc voilà. Alors que là, je me retrouvais vraiment avec des codes, justement, comme vous le avez dit, des années 1800, avec une petite qui était pure, nanani, nanana. Et bref, je n'ai pas du tout adhéré à cette écriture-là. Donc ben, j'ai préféré le laisser de côté et dire je l'ai revendu, comme ça fera plaisir à quelqu'un d'autre et c'est très bien. J'ai aussi demandé un service de presse, du coup, pour la masse critique Babelio, le cœur du prince Corbeau. J'étais partie pour une romantaisie avec Faé et tout ce qui s'ensuit. Je le savais que j'allais partir dans ça. Par contre, ce que je m'attendais pas, c'est de la réécriture de Cendrillon que ça allait être. Et au final, ça m'a saoulée. Je sais plus au bout de combien de pages j'ai arrêté celui-là. Peut-être bien entre 50 et 100 pages, pareil, j'ai arrêté. Je me donne quand même un nombre de pages, hein. Je ne vais pas abandonner au bout de la 20e page quand même, quoique. Non, je crois pas qu'elle est faite. Mais je me donne en général, au bout de 50 pages, j'essaye d'aller jusqu'à 100, voire. Et si j'y arrive pas, j'abandonne. Mais bon, voilà. Donc, on reprend Hello. Du coup, oui, c'est une réécriture de Cendrillon, très clairement. Et l'histoire, du coup, voilà, je voyais tout venir à 3 km et j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de lire une énième réécriture de Cendrillon avec des failles? Non. Donc, eh bien, je l'ai abandonné. Et j'ai aussi abandonné Falling Like Leaf. Et ouais. Ce titre a fait énormément parler de lui cet automne, mais malheureusement pour moi, ça ne l'a pas fait. Je l'ai fait lire à ma nièce qui a 11 ans et qui elle a adoré, et tant mieux pour elle. Mais ouais, non, ce n'était vraiment pas pour moi. Au-delà du young adulte, parce que je suis habituée à lire du young adulte, donc je me disais, bon, c'est peut-être pas moi qui suis le public cible, j'entends. Moi, c'était plus problématique que ça. Pour moi, c'est que justement, c'est le comportement de la gamine qui m'était juste insupportable et que, bon, ma nièce l'a lu, donc j'ai bien vu qu'elle, ça ne l'a pas choquée, parce que justement, c'est une ado. Mais elle, la gamine, sa façon de penser est exécrable, elle est très égoïste, elle ne pense qu'à elle-même, aussi bien au niveau de sa mère, elle lui parle comme un chien, alors que, des culottes qui se perdent, j'avais envie de la frapper, et aussi au niveau de son entourage, en fait, justement, là, je crois que j'ai abandonné peut-être bien au bout de 100-120 pages, des culottes qui se perdent. Parce que elle voit bien qu'il y a un gars qui est attiré par elle, donc du coup, elle gratte un peu avec ce gars, et puis finalement, il y en a un autre qui l'intéresse, alors elle est un petit peu jalouse que, et nanana, et ça bouffe à tous les râteliers, et moi, ça, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Donc voilà, celui-là, c'est pareil, je l'ai dit DNF. Comme je dis, je l'ai passé à ma nièce, qui l'a dû dévorer en très bien 24 heures, pas plus de 48 heures en tout cas, et qui elle a adoré, tant mieux pour elle, mais moi, non, c'est non. Donc là, j'ai fini avec les DNF et maintenant je vais attaquer les lectures que j'ai pas trop adhéré, voire qui m'ont très déçue. Je commence avec Le vent souffle sur Little Balmoral. Je l'avais vu énormément passer pareil sur les réseaux sociaux. Ça va être une de mes résolutions cette année, faire un petit peu moins gaffe à tout ce qui est hype et un petit peu plus faire attention à ce que je dis. Celui-là, c'est ma nièce justement qui l'avait acheté et quand j'ai vu ce que c'était, j'avais un peu peur que ça soit pas du tout de son âge. Donc je lui ai pris celui-ci pour moi le lire avant qu'elle le lise et je lui ai donné Falling Like Leaf. Comme ça, celui-là, j'étais sûre que c'était dans ses âges. Mais du coup, j'ai préféré lire Le vent souffle sur Little Balmoral avant elle et après je lui ai passé parce que finalement, il se passe pas grand-chose. Donc dans... je vous ai pas fait le résumé de Falling Like Leaf. On est sur une jeune fille qui va déménager à cause que sa mère et son père se séparent. Donc du coup, elle va aller dans une nouvelle ville, évidemment. Elle fait les gros moins parce qu'elle n'est pas contente de déménager dans une autre ville. Voilà. On part sur ça. Sinon, dans Little Balmoral, on est sur une nièce qui hérite de sa tante qui a soi-disant spoilé, enfin, non pas spoilé, spolié sa mère de son héritage, de sa grand-mère du coup, et elle est un peu on ne sait pas trop comment réagir à ça parce que d'un côté, elle est contente d'hériter un petit peu de sa tante parce que ça rééquilibre un petit peu le fait qu'elle n'a pas pu avoir l'héritage de sa grand-mère, mais en même temps, bien que sa mère soit morte, elle est un peu en mode ma mère a toujours détesté justement sa sœur parce qu'elle l'a volée, donc moi que j'hérite de ce qu'elle n'a pas pu avoir, il y a un peu un conflit de loyauté là aussi qui est présent. C'est une jeune femme qui vit au Canada et là elle hérite d'un manoir qui se trouve en France, donc enfin Little Balmoral. Enfin, pour moi l'histoire s'est passée en France, mais pour un peu je me trompe. Pour un peu ça se passe en Écosse parce que Balmoral, bref, bon, on s'en fout. Du coup, j'ai bien apprécié cette lecture, mais vraiment pas transcendant par rapport à ce qu'on m'en avait promis. Voilà, je l'ai lu et à la fin, je traînais des pieds pour le lire. En vrai, je sais plus à quel festival on était avec Cynthia quand on a lu ça, que j'étais en train de le lire. On faisait quoi? Je sais plus si c'était pas au FNR ou je sais plus ce qu'on faisait, mais on était visiblement à un festival parce que je me vois en train d'essayer de le lire pendant une file d'attente pendant qu'on faisait des dédicaces.
Et ouais, non, c'était plus que moyen. On voyait les trucs arriver à 10 km. Enfin, la narration nous mettait des gros warnings en mode. Enfin voilà quoi. La meuf, on ne sait pas qui est son père. Et bizarrement, dans le village, il y a un gars qui lui ressemble beaucoup. Pendant tout le truc, j'étais en mode. Moi je sais, il n'y a aucun suspense quoi. Donc, bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient assez agaçants en le lisant. Donc j'étais en mode. Non, voilà, c'est vraiment pas pour moi. J'ai aussi lu Not Under 18, qui est une romance qui se passe dans le milieu du X, voilà, du cinéma pour adultes. On est sur une réalisatrice qui justement a monté sa propre entreprise, son propre studio pour faire des films pour adultes, mais féministes, en tout cas avec une portée féministe. Et elle va devoir engager un acteur, qui est un acteur en vogue en ce moment, mainstream, mais qui lui, du coup, n'est pas du tout dans les cases, voilà, il n'est pas du tout au courant des problèmes des femmes, visiblement, et ça va un peu se fighter entre les deux, et elle va lui ouvrir les yeux, justement, sur à la fois le monde dans lequel il vit, et puis aussi, surtout, justement, l'univers du X, aussi bien pour les femmes que pour les mineurs, que voilà, tous les droits qui sont bafoués, bâclés, nanani, nanana, bref. Il y a pas mal de messages qui sont très intéressants, mais je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu mal amené, mal fait. Il y avait justement des choses où on voyait... J'avais un peu l'impression de lire un tract des fois, vous savez, où en fait la personne récite ce qu'on lui a dit, et j'étais un peu en mode... Ouais, mais du coup, voilà, ça me fait ni chaud ni froid ce qu'on disait. Pourtant, le sujet était très intéressant, j'adorais les valeurs qui étaient mises en avant, mais ça l'a pas trop fait avec moi. J'ai lu l'essai chez moi que m'a offert ma sœur. Tous les essais que je lis là depuis 2 ans, c'est ma sœur qui les achète et c'est tant mieux. On est sur du coup un essai de... C'est Mona Chollet celui-là? Je crois, oui. C'était un des seuls où c'est celui-là qui me tentait le moins. Mais visiblement, c'est celui-là qu'elle m'a acheté et on est sur justement comment le fait de s'approprier un endroit, une maison peut avoir un impact sur soi ou l'inverse. Est-ce qu'on a un impact sur l'habitation et tout et tout. C'était intéressant, mais... je sais plus combien il y avait de pages, il y en avait 300 ou 400 pages. C'était long à lire et c'est vraiment pas un essai que je conseille, même s'il y avait des petits volets justement féministes par moment, parce qu'elle n'a pas pu s'en empêcher, Mona Chollet, mais c'était pas ouf comme lecture. Donc c'est pas vraiment un essai que je recommanderais, à part si ça vous intéresse extrêmement ce sujet. J'ai lu aussi Immortality. Alors du coup j'ai lu la duologie, j'ai lu le tome 1 qui est Love Story et le tome 2 qui est Immortality. J'étais trop déçue, mais alors pour le coup trop déçue. Hein. Parce que lui, j'ai lu la duologie genre en quelques jours, hein, je crois que j'ai lu les deux très rapprochés en plus pour être sûre justement de clôturer une saga cette année. Et déception. C'est sur l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir chirurgien. On est à l'époque, je sais plus, on est en 1700 quelque chose. On est à Édimbourg et malheureusement les femmes n'ont pas le droit de devenir chirurgien. Elles peuvent devenir infirmières, sage-femme à la rigueur, mais tout ce qui est médecin et chirurgien, c'est réservé aux hommes. Mais elle est passionnée de ça, elle passe son temps justement à disséquer les grenouilles, les machins, les trucs, et elle va réussir à se faire inviter dans justement un espace de dissection. Et voilà, on va un petit peu suivre son trajet à elle, puisque aussi elle va du coup se lier d'amitié avec un gars. Alors je sais plus c'est quoi le nom qu'on utilise, parce que c'est il y a longtemps que j'ai lu, hein. Mais c'est les gars qui à l'époque justement allaient dans les cimetières récupérer les cadavres pour qu'ils puissent faire des autopsies dessus, puisque c'était pas légal, hein, très clairement, mais c'était la seule manière que certains chirurgiens arrivaient à avoir des cadavres justement pour pouvoir s'exercer dessus avant de pratiquer sur des humains. Donc voilà, et elle du coup elle va aussi faire appel à un de ces types et une relation amoureuse va se nouer entre les deux, sauf qu'ils ne viennent pas du tout du même milieu et ça se passe pas forcément comme on s'y attend. Et justement, à tel point qu'à un moment, on est parti sur un petit délire fantastique que j'étais pas prête du tout, avec un petit côté alchimiste et tout. J'étais en mode, mais on n'était pas venu là pour ça, moi. Moi, j'étais venue vraiment pour un truc historique, et là, on est parti dans un délire qui, justement, la fin du tome 1 appelle un truc, et qui se passe dans le tome 2. Et le tome 2, j'étais en mode, mais... Ah ouais, mais non, j'étais pas venue là pour ça, moi. Donc, j'étais un peu déçue, on va pas se mentir, de cette lecture-là. Hey, j'étais tranquillement en train de monter la vidéo quand je me suis rendu compte qu'il y a 3 titres qui sont passés à l'as. Je ne sais pas pourquoi, je devais plus avoir de mémoire à ce moment-là. Donc du coup, j'aimerais vous parler de Love, Drama et etc. que j'ai reçu lors, je crois, d'un concours. Je ne sais plus si c'était A Book and a Cup
ou Le Souffle des mots qu'il avait fait gagner du coup en 2024 avec un concours sur les vidéos, sur les vlogmas et tout. Donc voilà, j'étais très contente, je l'avais reçu, je l'ai lu. Mais je ne l'avoue que ça n'a pas fait pour moi. On est sur du coup du young adulte et même je dirais presque du jeunesse. Parce qu'on est sur des adolescents et on est sur un pote qui tombe amoureux d'une fille qui va participer à un concours de théâtre et du coup pour potentiellement qu'elle s'intéresse à lui, il va participer à ce cours de théâtre et il va engrainer sa meilleure amie avec lui. Sauf que sa meilleure amie va bien vite se rendre compte que eh bien, la fille qui intéresse son meilleur ami eh ben, n'est pas intéressée par les mecs, au contraire, elle est intéressée par elle, par une fille. Donc voilà, il y avait des thématiques qui pouvaient m'intéresser sur la base parce que j'aime énormément tout justement les récits qui sont à base de queer et tout. Mais le personnage principal m'a énormément déplu parce qu'il y a plein de moments où elle aurait pu dire juste la vérité et on aurait évité justement le drama. Voilà, donc non, moi, pour moi, à ce niveau-là, ça l'a pas fait et donc ça faisait partie des lectures que j'ai le moins appréciées en 2025. Il y a eu aussi Girl, Pride and Prejudice que j'ai reçu aussi pareil lors d'un concours. Et je sais plus qui m'a envoyé quoi, mais on est sur l'histoire d'une autrice qui a écrit un best-seller en romantasy et avec une petite touche FF. Et là, elle voudrait sortir un contemporain cette fois-ci en FF, sauf que sa maison d'édition ne la suit pas. Et son éditrice le dit très bien, ce n'est pas dans notre ligne éditoriale, donc c'est pas possible. Du coup, elle décide de faire de l'auto-édition, elle va participer à des conférences et tout pour justement devenir auto-éditée, puisqu'elle sait que sa communauté risque de la suivre. Et son éditrice va du coup essayer de s'inscrire dans ces cours-là pour justement un petit peu lui dire non, non, mais pars pas en auto-édition, reste avec nous, mais n'écris juste pas du FF. Donc voilà, et on a une romance du coup qui va naître entre l'autrice et l'éditrice. Je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu plat, que je me suis un petit peu ennuyée et que du coup j'avais énormément peur parce que ça faisait plusieurs FF que j'enchaînais et que j'aimais pas du tout. Et au final, non, j'en ai trouvé quand même des lectures en FF qui m'ont plu. Donc c'est pas que le FF et moi, on n'est pas copains, c'est bel et bien ce style-là qui ne m'a pas plu. Donc et ensuite, gros unpopular opinion, on a Fangirl. Je ne l'ai pas lu en roman, j'ai lu la série de graphiques qui est sortie et je vous avoue que je me suis fait yesh. Donc il y a 4 tomes, donc comme ça, ça me faisait aussi une saga de rapidement finie. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une jumelle et les deux vont rentrer à l'université. Sauf que bien qu'elles étaient souvent pareilles, elles avaient le même goût pour les fanfictions et tout, il y en a une qui décide justement de se couper les cheveux, de ne pas être dans la même chambre que sa sœur et de vivre sa vie à elle. Et l'autre, celle qu'on va suivre, la protagoniste, qui est justement celle qui adore faire des fanfictions, qui a un univers là, Snow et je sais plus trop quoi là, elle est hyper fan et tout, bref. Et donc du coup elle rentre dans des études universitaires en littérature et quand on va lui demander d'écrire, elle qui est une autrice justement de fanfiction très connue sur les réseaux sociaux, quand elle va écrire des fanfictions en cours de littérature, on va très clairement lui dire que ce n'est pas de la littérature, que en plus elle risque de justement se faire alpaguer et emmener au tribunal pour plagiat, bref. Il y a tout un débat justement sur ça à un moment, je trouve ça intéressant. Le problème c'est que il y a énormément de passages justement où on revient sur la fameuse histoire qu'elle suit, en fait, l'univers, la fantaisie avec Snow et je sais plus comment il s'appelle, là, qu'elle a transformé en fanfiction MM, comme on en connaît des dizaines et des dizaines. Je sais pas, j'ai pas réussi à être à m'identifier au personnage principal. J'ai trouvé la romance qui sortait un peu de. Alors, des fois, j'avais des moments qui étaient choux et des fois, j'étais en mode c'est Grinch. Voilà, j'arrivais pas, j'alternais entre les deux, j'étais pas du tout en phase avec. Et quand je l'ai fini directement, j'ai dit non, ça m'intéresse pas et je l'ai mis en vente sur Vinted. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver du coup la suite de ce que je disais dans ma vidéo. Et ensuite, en dernier titre, et là je vous jure que ça m'a fait mal au cœur, ça m'a brisé dans tous les sens du terme, c'est Vampiria, le dernier tome là, je l'appelle le tome 6 pour moi, même si c'est dans le 4, nanani nana. Je suis tellement déçue. Victor Dixon, c'est un de mes auteurs favoris. J'ai lu plein de choses de lui. J'ai lu Les Phobos, j'ai lu Extincta, j'ai lu Cogito, j'ai lu Les Vampiria évidemment. Je les ai tous adhérés, aussi bien les 3 premiers que les 2 autres là de la duologie du coup. Mais ce dernier tome n'est absolument pas représentatif de la qualité de ce qu'est capable de nous faire cet auteur justement. À la base, cette série avait été prévue en plusieurs arcs. Je crois qu'on devait avoir 12 tomes en tout. Donc 4 x 3, trilogie. Et je sais pas si c'est l'auteur, je sais pas si c'est l'éditeur, mais il y a eu visiblement une coupe dans le budget. On a décidé d'arrêter la saga et donc du coup de faire un tome qui réunit tout. Et comme ça, on arrête la saga là. Pardon. Mais du coup, voilà, Vampiria, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire,
on est sur le fait que Louis XIV eh bien, n'est pas mort, il s'est transformé en vampire et donc du coup nous sommes toujours sous la monarchie et nous sommes toujours sous le joug de Louis XIV. Il a transformé une partie de sa noblesse en vampire et donc les vampires règnent sur les humains. Grosso merdo, on est sur ça. On a des humains du coup qui veulent se révolter contre ça puisque évidemment les humains ne payent plus la dîme en argent mais ils payent bel et bien la dîme en sang histoire de pouvoir nourrir tous ces vampires et donc voilà, on est sur ce genre d'univers un petit peu voilà un petit peu sanglant à souhait comme on adore. Mais du coup, voilà, Victor Dixon, il joue à chaque fois dans ces univers, ils sont brillantissimes à chaque fois. Il y a des faits de société qui sont dénoncés et tout. J'adore cet auteur. Mais ce tome-là, je suis désolée, mais pour moi, il est raté, puisque justement, en fait, comme je vous expliquais, on a d'abord une première trilogie avec Jeanne Fradlac, enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais on s'en fout. Jeanne Fradlac, qui, du coup, Diane Gastefrich, qui, elle, a son propre arc dans le palais de Versailles justement puisque elle vit en Auvergne à la base mais ses parents vont être décimés par des vampires donc pour se venger elle va partir à Versailles pour pouvoir entrer dans la garde personnelle du roi et pouvoir le tuer, vous voyez, on est dans ce bail là et on a du coup un deuxième arc qui est Vampiria America qui justement se passe aux États-Unis un petit peu en même temps et un petit peu vers la fin justement de ce qui se passe dans les trois premiers puisqu'il y a un des personnages qu'on retrouve voilà, je ne vous dirai pas qui, mais bref. Du coup, dans Vampiria America, on va suivre 6 desperados, 6 personnes désespérées à cause des vampires. Il leur est arrivé quelque chose de gravissime. Et donc, du coup, ils ont décidé de monter justement le casse du siècle. Et j'avais vraiment l'impression de lire Casa des Papel en version vampirique quand je lisais les 2 premiers tomes de Vampiria. Et c'était génial. Voilà. Il y avait tout qui était extrêmement bien pensé, bien ficelé. Il n'y avait pas de souci pour ça. Tous les personnages sont hyper intéressants, très travaillés. Pourtant, aussi bien dans les premiers arcs ou le premier arc où il y a plein de personnages, donc c'est quand même assez chaud de retenir. Autant là, pareil, dans les Desperatados, là, à Vampiria America, on est en plus dans une collégiale, donc à chaque chapitre, on n'est pas dans la même tête des personnes. Et ça se passait naturellement, c'était hyper fluide, c'était bien travaillé. Chacun avait ses propres traumas, ses propres problèmes à régler et tout. On adorait ça parce qu'il y avait des chemins qui se croisaient et tout. Bref, c'était génial. Mais le souci, c'est que là, justement, avec ce 6e tome, eh ben, il a dû rusher. Il a dû conclure le premier arc et le deuxième arc dans ce tome-là et tout l'univers même si à la fin il s'est laissé une petite porte de sortie au cas où si un jour justement il voudrait reprendre l'histoire. Mais du coup, c'est non. C'est non parce que là où justement dans les autres tomes, il prenait le temps de rentrer dans la profondeur des psychologies des personnages, il leur arrivait plein de trucs pour amener justement une évolution. Là, on te rush, on te rush, on te rush. On te dit justement, ce personnage-là qui devait faire un déplacement de là à ça, tu vois pas le personnage faire ce déplacement. Par contre, tu vois quelqu'un qui dit ah, il l'a fait puisque ça. Voilà, en gros, vu que, je vous dis une bêtise, mais vu que les méchants ne sont plus en train de conquérir ce pays, ça veut forcément dire qu'un tel a réussi à, en gros, les empêcher de passer l'océan. Voilà. En gros, on va partir sur ça. Mais non, moi je veux les voir justement, je veux les voir comment ils ont fait pour réussir à contrecarrer les plans de ceux qui étaient à cet endroit-là et contrecarrer ce qui se passait là et tout, parce qu'on est vraiment sur un univers justement à la fois historique et politique et complot et tout, aussi bien Versailles qu'en Grande-Bretagne qu'en Amérique, puisque là aussi, du coup, il y a les enjeux politiques de l'époque qui s'y jouent. Mais on n'a pas eu tout ça justement, on a eu un, bon ben là il faut que je termine. Et du coup, bah, grosse déception pour moi. Franchement, je crois bien que c'est une de mes plus grosses déceptions parce que c'était évidemment un des titres que j'attendais le plus. Comme je l'ai dit, j'adore cet auteur. Je kiffe tout ce qu'il fait. Tout est toujours très bien pensé, très bien réfléchi et tout. Mais là, c'est peut-être bien ma plus grosse déception de l'année. Ouais. C'est dur à dire. Ça me brise le petit cœur. Donc voilà, je vous ai fait le tour des lectures qui n'ont malheureusement pas fonctionné avec moi cette année. Si vous aussi, il y a des lectures qui sont un peu plus opinion, que vous ne comprenez pas parce que tout le monde les a adorées, mais pas vous, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Si vous savez pas trop quoi mettre parce que vous n'aimez pas justement faire des longs commentaires, mais que vous voulez quand même me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit emoji. Vous pouvez laisser des petits éclairs ou des petits bonhommes pas contents puisque vous n'avez pas aimé certaines de vos lectures. Évidemment, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.